Donc, vous l'avez vu, aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qui concerne vraiment notre domaine, qui est la psychiatrie, puisqu'en psychiatrie, on s'occupe de traiter des patients qui ont des angoisses, qui ont de l'anxiété, qui ont d'autres troubles mentaux. C'est l'angoisse de la mort. Donc, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut gérer au XXIe siècle, avec de nouveaux outils et de nouveaux concepts, cette angoisse de la mort. Comme justement la cryopréservation ou l'extension de vie, ce que les anglo-saxons appellent life extension. En tout cas, en psychiatrie, ça porte un nom. L'anxiété de la mort, elle s'appelle la thanatophobie. Thanatos, la mort, en grec. C'est une phobie spécifique, comme l'arachnophobie, la peur des araignées, ou la peur de prendre l'avion, ou la peur de conduire, la maxophobie, ou la peur des espaces fermés comme la claustrophobie. Eh bien, l'anxiété de la mort, donc, est aussi une phobie. Si vous voulez, les pensées qui concernent la mort, le fait de penser à la mort est un processus normal. C'est normal, c'est pas une phobie. Mais si vous y pensez très souvent, et si cela génère une inquiétude fréquente et excessive, là vous tombez dans le domaine pathologique, dans le domaine des troubles anxieux, dans le domaine de la phobie. Le fait d'avoir de l'anxiété excessive et chronique. Donc, dans la thanatophobie, comme pour toute phobie, on pourra ainsi avoir de l'anxiété chronique, détresse psychologique, et parfois même, on en voit, des attaques de panique provoquées par des pensées liées à la mort. D'où l'importance de pouvoir aider les personnes qui ont une thanatophobie. C'est ce qu'on fait en santé mentale. Alors, c'est un trouble transdiagnostique. Ça veut dire qu'on le retrouve associé à d'autres troubles mentaux, bien souvent. Donc, les plus classiques, c'est le trouble anxieux généralisé, le fait de s'inquiéter pour tout. Ça, on voit assez fréquemment un trouble anxieux généralisé. Les inquiétudes chroniques, c'est assez fréquent. C'est la personne qui va s'inquiéter. Est-ce que ma femme va pas me tromper? Est-ce que mon mari va pas me quitter? Est-ce que mes enfants vont pas être malades? Est-ce que je vais pas être au chômage? Est-ce que je vais pas être licencié? C'est toujours les mêmes phrases, les mêmes pensées qui ressortent dans le trouble anxieux généralisé. L'agoraphobie, donc là c'est la peur d'être dans des situations où s'extraire ou sortir est difficile. Le trouble du stress post-traumatique est aussi associé à une thanatophobie parfois. Donc là c'est après avoir vécu un accident militaire ou civil. Les TOC, l'hypocondrie bien sûr, et la dépression qui amènera avec elle son cortège de pensées morbides. Donc c'est un élément, la thanatophobie est un élément bien souvent transdiagnostique associé à d'autres pathologies. Alors quelle est sa prévalence, c'est-à-dire quelle est sa fréquence dans la population? La majorité des études se sont intéressées en fait à des populations spécifiques plutôt qu'à des populations générales, ce qui est un problème. Mais au moins on a quelques indicateurs. Ceux qui en souffrent le plus sont les jeunes, aux alentours de 20 ans, et après les personnes d'âge moyen, aux alentours de la cinquantaine. C'est-à-dire qu'on a des pics de fréquence en particulier par rapport à la peur de la mort. C'est évident que quand vous approchez de la mort, cela peut aussi augmenter la crainte, pas forcément de la mort, vous voyez, en elle-même, mais le processus de la mort, la faiblesse, la vulnérabilité, la maladie, la souffrance. Le niveau est également plus élevé, très naturellement, chez une personne qui souffre d'un cancer ou d'une maladie grave. Donc elle aura plus peur de la mort, et les pensées concernant la mort seront plus fréquentes et provoqueront de l'anxiété. En tout cas, une augmentation a aussi été mesurée et constatée lors du Covid, puisque là, par contre, sur la population générale, eh bien, la peur de la mort, l'anxiété de la mort, était donc à 21,5%. Vous voyez, c'est en fonction vraiment du contexte, de l'âge, de l'état de santé de la personne. La seule étude que j'ai trouvée sur la population générale est américaine, donc ça s'appelle le CSCF, donc c'est-à-dire que c'est la mesure de la peur, des peurs dans la population générale américaine,
Et vous voyez, c'est très intéressant parce que la peur de la mort chez les Américains a augmenté au fur et à mesure des années. Avec 15% de la population en 2014, et regardez bien comme au fur et à mesure des années ça augmente, jusqu'à atteindre un pic, c'est quand même remarquable, de 34% de la population américaine. C'est énorme en santé mentale. Un tiers de la population présente une peur intense de la mort. Ouais, c'est redescendu par la suite, mais ça reste à des taux élevés, 29%. Il serait intéressant de se pencher, parce que ça n'a pas été fait, sur quelles sont les raisons de cette augmentation. Est-ce que c'est lié à une situation économique qui s'est dégradée? Est-ce que c'est lié au port d'armes? Est-ce que c'est lié au massacre dans les écoles avec des armes à feu, comme vous en avez vu? Est-ce que c'est lié au contexte politique américain qui se dégrade, y compris en ce moment? C'est une question qu'il faudrait poser. Les facteurs protecteurs. Comment se protéger de l'anxiété de la mort? Je pense que vous les connaissez déjà, finalement, ou en grande partie, c'est bien sûr l'engagement religieux. Si vous vous engagez dans une activité religieuse, que vous croyez en un Dieu, ou si vous croyez en des dieux, eh bien, naturellement, qui vous promettent monts et merveilles, paradis et collines dorées, cela va bien sûr vous rassurer par rapport à l'anxiété de la mort. Les études ont démontré qu'également les personnes qui faisaient des études supérieures et qui avaient un statut socio-économique favorable avaient moins d'anxiété de la mort. Bien sûr que si vous êtes mieux nourri, si vous savez que vous avez une facilité d'accès à la nourriture, au logement, il est certain que également vous pouvez avoir un accès facilité aux soins, c'est très logique que ça diminue la fréquence chez ces populations. Le bien-être physique perçu, si vous percevez votre corps comme étant en bonne santé, c'est sûr que vous penserez moins à la mort. Et la satisfaction, le soutien social perçu, si vous vous sentez soutenu par vos proches, des amis, la famille, des parents, des enfants, il est certain que là aussi ça va vous alléger par rapport aux pensées de la mort. La satisfaction par rapport à votre vie, si vous êtes très satisfait de ce que vous êtes, de ce que vous avez accompli, de ce que vous allez accomplir, là aussi ça peut effectivement vous aider, diminuer ou soulager les pensées concernant la mort et l'anxiété de la mort. Quels sont les modèles théoriques qui sont proposés en psychologie, en psychiatrie et en psychologie sociale? Eh bien, on va les voir en détail, mais lorsque un événement chez vous va vous rappeler votre mortalité, comme par exemple le fait d'être témoin d'un accident, on voit une personne blessée, vous êtes témoin de sa vulnérabilité, ou vous-même, vous avez un accident et vous êtes blessé, donc ça va vous rappeler votre statut d'être mortel. Vous allez donc déclencher des pensées liées à la mort, ça va vous rappeler donc votre mortalité, ou alors encore une capacité, ou alors les situations où vous vous rappelez que vous êtes une créature, c'est pas un être divin immortel, mais une créature. Eh bien, il va falloir que votre cerveau, votre esprit, génère des défenses pour ne pas tomber justement dans la prostration et l'anxiété de la mort. Vous avez deux défenses possibles qu'on va détailler, les défenses proximales et les défenses distales. Alors la défense, ça c'est ce que je vous ai déjà dit, je pense que c'est bon, voilà, j'ai déjà dit où ça se passe. Les défenses proximales, eh bien ce sont les défenses rationnelles. C'est quand vous allez utiliser votre raison pour gérer et donc diminuer votre anxiété de la mort. Vous avez différents mécanismes, donc bien sûr il y a le déni. Bon, j'ai pensé que j'allais mourir dans un accident dans 3 jours, non, ça me paraît bizarre. J'arrête d'y penser, je n'y pense plus. Là, quand je fais ça, je fais du déni, je n'y pense plus, je rejette la pensée. Donc, l'arrêt de la pensée ou le déni est une défense proximale. Vous pouvez aussi, les personnes se lancent aussi dans la distraction. Donc, bien sûr, d'où le nom divertissement. Dans divertissement, il y a divertir, qui veut dire éviter. Mais éviter quoi? Penser à la mort. Donc, bien sûr, ça va être se lancer dans des activités, dans des distractions sensorielles, écouter de la musique, lire, voir un film, ou dans des distractions actives, faire du sport, vous consacrer à votre travail, ou jouer aux jeux vidéo, ou alors à votre agenda, tiens, qu'est-ce que j'ai prévu demain, après-demain, etc. Donc ça, c'est la distraction. Vous avez aussi des stratégies cognitives de rationalisation.
Si vous pensez effectivement, si vous avez de l'anxiété par rapport à la mort, qui va être ah oui mais c'est bon, je suis en bonne santé, je ne fume pas, je ne bois pas trop, je fais du sport régulièrement, donc tout ça c'est pas vraiment un problème. Et enfin, vous pouvez faire aussi une erreur du raisonnement, qui est l'omission des facteurs de risque. Ah oui, mais je fume que 10 cigarettes par jour, c'est pas bien grave, rien ne va m'arriver. Ou des projets de santé. Ah bah tiens, c'est vrai que là, après avoir vu cette personne blessée à l'hôpital, là je vais réfléchir, je pense que je vais m'arrêter de fumer dès l'année prochaine, dès le 1er janvier. Donc ça aussi, ça peut aider la personne à gérer, donc à diminuer son anxiété de la mort. Donc l'idée en tout cas, c'est de désamorcer cette menace, donc qui est consciente. Donc, dans la défense proximale, c'est quand vous avez conscience de ces pensées. Vous avez conscience que vous pensez à la mort, c'est conscient. Vous déclenchez ces mécanismes, et vous éjectez ainsi ces pensées par la distraction, ou alors en considérant que c'est pas une menace immédiate. Je suis en bonne santé, ça arrive, j'aurai pas problème d'ici 20 ou 30 ans, ni pour son plus, c'est loin. Voilà. Mais vous avez vu, tout ça sont des erreurs de raisonnement. Hein. Il y a des biais cognitifs là, dans ce raisonnement. Parce que oui, mais... Et donc dans 20 ou 30 ans, et dans 40 ans, qu'est-ce qui va se passer? Et attention, si vous fumez, vous faites pas de sport, vous êtes en surpoids, vous avez un diabète. Hein. Donc, mais en tout cas, c'est un moyen efficace, même si ça repose sur des erreurs de raisonnement, qui permettent aux personnes de gérer donc leur anxiété de la mort. Qu'en est-il donc là, vous avez vu, c'est tout cet arbre qu'on a vu, donc déni par exemple de la vulnérabilité, et donc la distraction, nier les risques personnels, ou se lancer dans des activités pour la santé du corps. Les autres défenses sont les défenses distales. Ces défenses ici sont irrationnelles. Elles ne sont pas basées sur un mode logique ou sur la raison. Ce mode-là, en fait, va plus s'intéresser à lorsque vous avez des pensées sur la mort, mais qui ne sont pas conscientes. Elles sont à l'horizon de votre conscience, mais vous n'avez pas conscience que vous y pensez. C'est un point important. Votre esprit n'est pas focalisé sur ces pensées, mais elles sont là, à la lisière de la conscience. C'est là que vous déclenchez en fait les défenses distales. Et là, dans les défenses distales, c'est irrationnel, dans le sens où c'est plus abstrait ou symbolique. Bien sûr, c'est la croyance religieuse, la notion d'âme, d'immortalité, le paradis qui vous attend, la réincarnation en un cafard ou une fourmi. Donc, ça va être aussi l'estime de soi, c'est-à-dire travailler sur votre estime de soi. Voilà ce que j'ai accompli, voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai réussi, j'appartiens à ce groupe-là, je fais partie de ces gens-là. Et parfois, ça peut entraîner des réactions agressives de défense de son point de vue de groupe. Vous voyez, donc ça va être, moi donc je suis un républicain américain, je suis très fier de ce que je fais, et vous n'y comprenez rien à ce qui se passe, etc. Là, quand je suis aussi agressif, c'est une méthode distale qui est liée aux pensées de la mort, de défendre avec agressivité son point de vue, son ethnie, son groupe social. C'est un moyen de défense. Ça peut être transfert sur des lieux ou des objets, c'est ce qu'on voit aussi en psychiatrie, une personne qui a peur de la claustration, un claustrophobe, et bien parfois, c'est une façon de transférer, en fait, ses pensées morbides vers un objet de la réalité. Voilà. Ensuite, c'est participer à une activité ou à une quête qui a du sens pour vous, c'est-à-dire à une quête qui vous dépasse, qui donne une valeur immortelle à ce que vous faites. Je participe au progrès humain, à la science, à l'art, à la culture. C'est un projet qui va durer des millénaires, qui va se continuer. C'est mon projet. Donc ça vous donne une notion en fait d'immortalité. Le projet de héros, c'est aussi une façon distale de gérer l'anxiété de la mort. C'est faire une activité reconnue par la société. Vous allez avoir une médaille en chocolat. On va construire votre statue. Les gens se souviendront de vous pendant 10 millénaires. Vous serez dans les livres d'histoire. Donc ça aussi, c'est une défense distale par rapport à l'anxiété de la mort. Ça peut être aussi trouver un sens à la mort, donc dire oui, la mort fait partie de la vie, la mort a un sens particulier, c'est une étape dans la vie d'une personne. Ou alors ça peut être par rapport à la progéniture, c'est-à-dire par rapport aux enfants. Mes enfants vont continuer mes pensées, ils vont transmettre mes gènes, je serai immortel grâce à mes enfants. Ça aussi, c'est une défense distale.
une forme de pseudo-immortalité ou d'immortalité symbolique. Donc vous avez vu comment les personnes se défendent ainsi, elles se défendent avec ces deux types de défense, proximale et distale, sur un mode rationnel pour les proximales et un mode irrationnel pour les distales. Alors il y a une notion qui est très importante, qu'il faut maintenant dire au XXIe siècle, parce que vous en serez peut-être les témoins. C'est que la mort n'est acceptable pour vous que parce qu'elle est universelle. Et en fait, celui-ci met en évidence la présence de l'intolérance à l'iniquité. Pour vous, c'est absolument intolérable qu'il y ait une injustice. Pourquoi, autrement dit, c'est un peu comme les enfants, pourquoi lui a ça et pas moi? C'est pas juste. C'est très fort. Ça peut entraîner des colères intenses, l'injustice, l'iniquité. En tout cas, c'est un point important parce que ça veut dire, voilà ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que avec les progrès de la médecine que je vais vous détailler, quand certains commenceront à pouvoir stopper le vieillissement et donc ne plus mourir, ça va provoquer une sacrée sensation d'iniquité. Attendez, mais quoi? Je dois mourir et pas mon voisin? Mais comment c'est possible? Et hop, donc ça c'est très important. C'est que les populations acceptent la mort parce qu'elle est universelle, mais quand elle ne le sera plus, il est probable que ça provoque de grandes sensations d'injustice et d'iniquité. Donc ça c'est un point très important et que je trouve est bien résumé par l'auteur de science-fiction que vous connaissez peut-être, M. Soinas, donc Asimov. Les êtres humains acceptent sans peine un robot immortel, car le temps que dure une machine leur importe peu. Mais ils ne peuvent pas tolérer un être humain immortel, car leur propre mortalité n'est acceptable que tant qu'elle est universelle. Donc ça c'est une citation du roman L'homme bicentenaire de Isaac Asimov. En psychiatrie, comment on traite ces patients qui souffrent d'anxiété de la mort? Bien sûr, vous pouvez traiter par la pharmacothérapie, donc utiliser des antidépresseurs, utiliser des anxiolytiques. Vous pouvez aussi utiliser également la médecine psychédélique, qui est donc ressurgit depuis quelques années. Je vais moi-même faire partie d'un groupe à partir du mois de mars-avril pour étudier comment à l'APHM on pourrait utiliser les champignons magiques pour traiter les patients. Donc vous voyez, les champignons hallucinogènes, donc ça veut dire la psilocybine. Donc ouais, ça ressurgit puisque même à l'APHM on va étudier la question. En tout cas, ça a été utilisé avec efficacité dans cette étude de Griffith sur l'anxiété de la mort. Donc il y a vraiment un retour de la médecine psychédélique au cours de cette décennie. Vous pouvez aussi utiliser la thérapie cognitivo-comportementale, ce qu'on appelle la TCC. Vous allez travailler sur la relaxation, aussi la méditation. Et en TCC, vous allez travailler sur les erreurs de raisonnement, sur la thérapie cognitive par la pensée, sur la gestion des émotions, sur l'imagerie mentale. C'est ce qu'on fait donc en thérapie cognitivo-comportementale. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que j'aurais dû. Bien sûr, vous pouvez aussi avoir recours, s'il y a un transfert, si c'est très symbolique, si c'est lié à l'enfance, aux parents, à la psychanalyse. Alors, nous, ce qu'on fait en plus, c'est que bien sûr, dans le service dans lequel je travaille, le service du professeur Lançon au CHU Sainte-Marguerite, on traite des patients en réalité virtuelle. C'est précisément ma spécialité. Donc c'est-à-dire qu'on leur met des casques de réalité virtuelle où ils peuvent pratiquer, vous voyez, dans des environnements paradisiaques, cascades en forêt, des îles tropicales, ils peuvent pratiquer la relaxation et la méditation, et on peut leur enseigner en même temps, bien sûr, puisqu'on est à côté d'eux, pour gérer ces pensées morbides qu'ils peuvent avoir au cours de leur vie. Donc ça, c'est très intéressant, et je vais vous montrer les résultats. Par ailleurs, l'équipe de Barberia, eux, ont créé des environnements virtuels consacrés à, justement, l'anxiété de la mort, et c'est très ésotérique comme environnement virtuel, très abstrait, où votre corps, en fait, a une forme un peu de lueur lumineuse, et vous voyez des cordons multicolores qui se connectent aux autres personnes qui portent des casques de réalité virtuelle, et vous passez par différentes étapes et différents voyages, et progressivement, la lumière des personnes que vous voyez commence à disparaître, et alors vous ressentez de l'empathie pour eux, et normalement ça vous soulage de votre anxiété de la mort. Dans ce protocole très spécial, mais qui est intéressant au niveau
scientifique et créatif. Voici les résultats que nous avons eus ici sur les troubles anxieux généralisés. Donc c'est les personnes qui s'inquiètent de manière chronique dont je vous ai parlé, et souvent eux aussi vont penser à la maladie, la mort. Donc ici c'est avant le traitement par réalité virtuelle. Donc là ce sont des questionnaires qui mesurent le niveau d'anxiété et d'inquiétude, et vous pouvez voir qu'effectivement il y a bien une diminution post, donc après, sur ces mêmes échelles, hein, avant-après, une diminution qui est significative, donc ils sont moins inquiets, plus légers, plus insouciants. On l'a comparé par rapport à la TCC classique, et vous voyez, c'est quasiment du même niveau. Alors vous pourriez dire, mais alors quel intérêt de faire de la réalité virtuelle? C'est que beaucoup plus sont restés jusqu'à la fin du protocole. C'est-à-dire qu'en réalité virtuelle, beaucoup moins de patients ont abandonné en cours de protocole. Pourquoi? Parce que la réalité virtuelle est beaucoup plus motivante. Si vous avez des gens qui ont du mal à imaginer des forêts tropicales, un feu de camp, un voyage au-dessus des nuages, parce que ça peut être parfois difficile d'imaginer ça quand vous êtes inquiet, eh bien l'avantage c'est que la réalité virtuelle vous le montre. Donc comme vous êtes stimulé, comme vos sens sont stimulés, ça vous est plus facile d'arriver à un état de relaxation en étant le témoin de ces environnements virtuels relaxants. Pas seulement le témoin, mais aussi l'acteur, puisque vous pouvez naviguer librement, hein. Donc avancer vraiment dans ces environnements virtuels pour vous rapprocher d'un rocher, vous rapprocher d'un palmier, et vous pouvez aussi choisir des paramètres. J'aime pas quand le soleil est au zénith, je préfère faire ma relaxation au moment du coucher de soleil. Et vous appuyez sur un bouton, coucher de soleil, le coucher de soleil est là. Cette grande liberté dans les facteurs en fait de l'environnement permettent vraiment d'arriver à une efficacité thérapeutique qui est plus importante. Et qu'en est-il de la psychothérapie? La psychothérapie va vous aider effectivement à gérer vos émotions et à gérer votre anxiété. Mais il y a un point majeur qui diffère par rapport, qui distingue la thanatophobie des autres phobies, c'est que la peur de l'avion n'est pas rationnelle. La majorité des avions atterrissent. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc cette peur de l'avion, elle n'est pas rationnelle. Mais le problème, c'est que la peur de la mort est rationnelle. La totalité ou la majorité des gens vont mourir. Donc ça limite un peu les outils psychothérapeutiques parce que effectivement c'est quand même rationnel d'avoir peur de cet événement qui va se produire, contrairement à l'avion qui lui ne va pas s'écraser. Donc ça limite un peu la thérapie. Ensuite, il y a les phrases aussi toutes faites qu'on entend parfois de la famille qui essaie de rassurer l'entourage avec des phrases qui n'ont aucune efficacité en psychothérapie. Hein. La vie est belle car elle est éphémère. Ah. Mais si vous êtes face à un adolescent qui a un ostéosarcome et qui va mourir dans 2 mois, il a 14 ans, il va mourir dans 2 mois, est-ce que vraiment vous pouvez lui dire une phrase comme ça? Est-ce que c'est vraiment ça va lui faire « Ah, je vais apprécier la vie ». Ça va pas marcher du tout, hein. Vous allez déclencher de l'agressivité, ou de la colère, ou de la tristesse. Hein. Donc ces phrases toutes faites, elles servent pas à grand chose, c'est juste des stéréotypes ancestraux, qui, encore une fois, c'est une défense la proximale pour aider les personnes à accepter qu'elles vont vieillir et mourir. Mais ouais, c'est pas applicable, hein, il faut faire attention. Hein. C'est dans l'ordre des choses de mourir. C'est naturel. Mais le problème, c'est que vous pourrez dire ça pour tout. C'est-à-dire qu'il n'est pas naturel d'aller sur la Lune. Et pourtant, les êtres humains ont réussi à aller sur la Lune en 1969. Il n'est pas naturel de porter un pacemaker. C'est pas naturel. C'est artificiel. Et pourtant, ça permet à beaucoup de personnes de vivre plus longtemps. Sinon, elles mourraient par bradycardie, arrêt cardiaque ou fibrillation auriculaire. Donc c'est fini, l'ordre des choses, plus rien n'est naturel. Grâce au traitement que vous bénéficiez, grâce aux avancées de la médecine. Donc cette phrase-là aussi ne va pas. C'est des phrases ancestrales qui ne correspondent plus à une réalité, qui ne sont plus efficaces en psychothérapie en tout cas. La mort fait partie de la vie. Ça aussi, celle-là, très classique. Hein. Et pourtant, vous voyez bien que cette dernière est sans arrêt repoussée, puisque l'espérance de vie au Moyen-Âge était de 20-25 ans. Ah, il est mort à 25 ans, ah bah c'est normal, hein, il est mort assez âgé. Aujourd'hui, on vous dit ça vous fait quoi? Une personne qui meurt à 25 ans. Ça paraît comme beaucoup plus fort, là. Ça paraît comme beaucoup plus anormal. Vous voyez, comme tout est relatif. Bon, ça veut dire qu'aussi dans 300 ans, imaginons, vous pouvez vivre 1000 à 2000 ans, et qu'on vous dit, oh, il est mort à 90 ans.
ça fera le même effet. Oh, 90 ans, bon sang, il est mort si jeune, c'est incroyable. Un enfant presque. Et oui, mais comme c'est très relatif. L'espérance de vie est passée à 40 ans, donc en 1840. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça, 40 ans. Et maintenant, elle est entre 80 et 85 ans, selon si vous êtes une femme ou un homme. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser en psychothérapie pour donner des réponses concrètes? Et là, je rejoins donc le thème que vous avez évoqué. C'est bien sûr de parler des progrès, en fait, en médecine. Un progrès majeur, l'année dernière, a été accompli par le professeur David Sinclair et publié dans cet article donc de Young dans la revue de biologie cellulaire Cell, je vous l'ai mis, donc où des souris ont vu leur ADN modifié, mais ce n'est pas une modification du code génétique, ça c'est un point important, c'est une modification de la conformation et des plis de l'ADN. Autrement dit, c'est une modification épigénétique. Et cette modification, c'est remarquable. Non, l'ADN a permis, ces modifications ont permis de faire rajeunir les souris. Les souris âgées qui étaient aveugles et en insuffisance rénale ont recouvré la vue et ont récupéré leur fonction rénale. Ça, c'est en janvier 2023. Vous pouvez consulter l'article si ça vous intéresse, je vous avais la référence. Donc, voici ce qui est en train de se passer sous vos yeux. Là, c'est sur les animaux, mais vous comprenez bien que dans pas très longtemps, à un moment donné, ils feront les tests sur les êtres humains. Donc, la médecine va progressivement évoluer vers ce que vous avez soulevé tout à l'heure, qui est de considérer le vieillissement comme une pathologie à traiter. Et de ce fait, et d'ailleurs du vieillissement, découle la majorité des maladies. Hypertension artérielle, athérosclérose, troubles du rythme cardiaque, cancer, bien sûr, arthrite, donc pathologie inflammatoire chronique, tout ça découle du vieillissement. Donc si vous traitez le vieillissement, donc si vous permettez au vieillissement, à la sénescence de stopper, ou encore mieux, de revenir à un état antérieur, mais vous traitez une quantité incroyable de pathologies en traitant la source du problème. C'est pour ça que c'est un des champs majeurs du futur de la médecine. Et ouais, c'est déjà plus ou moins là. Donc, la question qu'on nous pose en psychiatrie, mais pourquoi? Parfois on nous interpelle en nous disant, mais pourquoi est-ce qu'on vivrait plus longtemps? À quoi ça pourrait servir? Est-ce que vous vous posez la question? Eh bien, voilà les réponses. Donc, dans des sondages qui ont été faits auprès de la population, notamment par Kenzer en 2021, voilà ce que les personnes ont répondu. Eh bien, voir ce qui se passe. Poursuivre l'expérience de la vie sur Terre. Profiter des progrès de la culture, de la science, de la technologie. Augmenter les capacités mentales et physiques du corps. Là, on rentre dans le cas du transhumanisme. Poursuivre des projets de recherche. Les projets de recherche peuvent parfois prendre des décennies, peut-être des siècles, comme on l'a dit pour la fusion nucléaire. Donc d'études, d'exploration, d'art, de création, continuez à apprendre. Vous avez envie de faire un doctorat en astrophysique? Mais vous avez tout le temps, faites-le. Puis après un doctorat en archéologie? Allez-y, vous avez tout le temps, faites-le. Donc vous aurez un temps énorme, quasi infini, pour mettre en place tous vos projets et vos désirs. Explorer l'espace et l'univers. Certaines personnes sont intéressées à l'idée, comme Christophe Colomb, Magellan, Lapérouse, d'aller explorer les océans cosmiques. Qu'est-ce qui se cache derrière ces étoiles? Qu'est-ce qu'il y a sur toutes ces planètes qui orbitent autour des soleils jaunes et des soleils rouges? C'est un espace de jeu et de découverte et d'exploration quasi infini. Et enfin, ça c'est un point psychothérapeutique fort, avoir le pouvoir du choix. Ce qui déclenche l'anxiété chez les patients en général, c'est quand ils n'ont pas le choix, quand ils n'ont pas de contrôle sur une situation. Si, maintenant, vous pouvez leur donner ce choix, si vous voulez, vous pouvez vous éteindre à 90 ans,
Mais si vous voulez, vous pouvez continuer à vivre pendant des siècles. Vous voyez ? C'est fantastique d'avoir un tel choix. Et ça résout considérablement le cœur de l'anxiété et le cœur du problème de la thanatophobie ou de l'anxiété de la mort. Et quand je dis bien sûr vivre des millénaires, je veux bien dire vivre jeune et en bonne santé. Il ne s'agit pas de souffrir pendant 1000 ans. Hein. C'est pas j'ai mon arthrite, puis je vais la garder pendant 1000 ans. C'est pas ça. Hein. Alors, vous allez me dire, mais quels sont les différents mécanismes et les études qui sont en cours de recherche dans ces domaines? Alors ça, l'idée de prolonger la vie, ça s'appelle l'extension de vie. Vous le verrez ainsi intitulé dans les articles anglo-saxons, donc la life extension. Donc plusieurs champs de recherche, bien sûr, c'est la thérapie génique. Là, par contre, effectivement, c'est sur le code génétique de l'ADN, l'ingénierie génétique, la thérapie épigénétique dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le professeur Sinclair, la thérapie cellulaire par greffe de cellules souches, ce qui se fait déjà dans le traitement de la leucémie, par exemple, l'ingénierie tissulaire, donc là, vous créez des tissus que vous greffez, par exemple, pourquoi pas des tissus cérébraux, dans les maladies d'Alzheimer ou les pathologies neurodégénératives. Voilà. Et ça, et bien sûr, mais là c'est un champ différent par contre de la médecine neurodégénérative, le champ de l'immunothérapie et des virus oncolytiques pour traiter le cancer. Alors vous allez dire, mais est-ce que tout ça c'est loin ? Eh bien, vous pouvez tout simplement vous tourner votre regard vers le passé. Il y a un siècle, en 1924, il n'y avait pas d'antibiotiques. En 1924. Vous imaginez le nombre de personnes qui sont mortes d'infection, donc sans antibiotiques, c'est considérable. À l'époque, il n'y avait pas de scanner, pas d'IRM, pas de fibroscopie, pas de robots chirurgiens. Vous savez qu'à la PHM, il y a les robots chirurgiens Da Vinci, qui sont à l'hôpital Nord. Pas d'immunothérapie. Et c'était il y a à peine 100 ans. Donc imaginez, dans 100 ans, imaginez un 2124, avec en plus l'intelligence artificielle qui accélère considérablement les progrès, mais ça vous montre qu'il est probable, en tout cas il paraît moins plausible, que de grands progrès en médecine vont être faits en ce qui concerne le vieillissement. Alors, quelles sont les compagnies qui se lancent dedans ? Eh bien, vous en avez plusieurs, vous en avez plein en fait, mais les plus célèbres c'est Atos, dans lequel Jeff Bezos, donc d'Amazon, a investi des millions de dollars. Et vous avez Retro Biosciences, donc Retro Biosciences, qui elle est financée par Sam Altman, que vous connaissez peut-être, puisque c'est lui qui est à l'origine de ChatGPT, qui représente en fait OpenAI. Donc vous voyez que des milliardaires fournissent les budgets d'entreprises et de startups scientifiques qui se penchent sur ce genre de questions, de manière à augmenter votre espérance de vie considérablement, c'est-à-dire au-delà de l'espérance de vie entre guillemets naturelle, celle qui correspond à la dégradation du code génétique de vos cellules. Donc, quand on dit tout ça à un patient qui a peur de la mort, ça fonctionne bien parce que c'est rationnel, c'est du concret, c'est des personnes qui sont là, c'est des expériences qui sont là, la science est en activité, ça repose sur des bases qui sont connues, qui sont en train d'être découvertes. Donc, la personne sent que c'est vraiment ici, c'est du concret, elle le voit, elle peut lire sur Internet, elle peut se renseigner. Vous voyez, donc c'est particulièrement efficace sur les personnes qui sont athées, bien sûr, et qui ont une anxiété de la mort. Alors, et bien sûr, on arrive à ce dont vous avez parlé. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai entendu. Hibernatus. Est-ce que vous avez vu le film avec Louis de Funès ? Oui, voilà, donc c'est un film très drôle. Hein. C'est une excellente comédie et qui montre effectivement ce que, en étant congelé, ça permet de faire un vrai voyage dans le temps. Puisque de votre point de vue, c'est comme si vous clignez des yeux et vous vous réveillez 100 ans après. Donc, excellent film. Et c'est ce qui se passe dans la réalité, puisque vous avez, au XXIe siècle, plusieurs sociétés dans le monde, je vais vous dire lesquelles, qui le proposent. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est donc de refroidir votre corps, refroidir le corps d'une personne qui vient de décéder à moins 196 degrés pour la conserver jusqu'à ce que la médecine et la science
et fait les progrès nécessaires pour la réanimer, traiter la pathologie qui a provoqué le décès et la faire rajeunir. Alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est que pour la première fois, un centre de cryopréservation a été créé en Europe. Parce que vous avez vu, j'ai dit les USA, la Chine, la Russie, mais j'ai pas parlé de l'Europe. Parce qu'il n'y en avait pas jusqu'à présent. Or, ça y est, à Ravs, en Suisse, il y a donc pas longtemps, ça doit faire 1 an, un centre de cryopréservation s'est ouvert. Et il a été ouvert par qui? Par le docteur Ken Ziora, qui, c'est pas un hasard, est un médecin oncologue. Donc, qui a dû affronter de nombreuses personnes qui allaient mourir précocement. J'insiste là-dessus aussi. C'est pas seulement les personnes âgées. Précocement de cancer. Donc, alors, j'ai décidé, parce que je pense que c'est important pour les patients qui souffrent d'anxiété de la mort, mais pour les personnes en général, de le proposer. Je suis parti moi-même dans ce centre pour me former. Et moi aussi, pouvoir ainsi appliquer les premiers principes de la cryopréservation chez tout patient qui le désire. Si vous ne le faites pas, ou même si la personne ou le patient ne le fait pas, il sait que c'est là. Il a le potentiel. Il a le pouvoir du choix. Si je veux, c'est en Suisse, je peux le faire. En résumé, je trouve qu'un des chercheurs a bien résumé ça. Et je vais vous faire ça en 2 phrases. Quand vous avez un patient en France, dans un petit village, qui a une pathologie très grave, une pneumopathie compliquée, un pneumothorax, qu'est-ce que vous faites? Vous l'amenez à un centre hospitalier universitaire, donc vous parcourez une distance dans l'espace, pour l'amener à un centre compétent qui va pouvoir le traiter de son abcès pulmonaire. Ça, si vous y réfléchissez, c'est le même concept, mais dans le temps. Vous cherchez à emmener le patient dans un hôpital du futur où il pourra être traité. Donc, M. Solinas l'avait évoqué. Donc, ma spécialité, c'est là aussi la réalité virtuelle. Et donc, j'ai publié aux éditions Odé Jacob des livres qui expliquent les méthodes de manière didactique, étape par étape, ou comment utiliser la réalité virtuelle pour traiter l'anxiété et l'anxiété de la mort, les TOC, les phobies et les addictions. On en a même fait un spécifiquement sur la peur de conduire. Vous avez vu qu'à Marseille, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de conduire. On se demande le pourquoi. Donc, et on les reçoit donc à la PHM, et un qui est une version plus simple. Voilà, donc je finirai par 2 déclarations du Dr Kurzweil et du Dr De Grey. Un enfant sur 2 né en 2045 sera immortel, donc le Dr Kurzweil, et l'homme ou la femme qui vivra 1000 ans est déjà né, le Dr De Grey. Merci pour votre attention, qui, je l'espère, était réelle. J'aimerais quand même aborder les remerciements. Remerciements donc à Monsieur Solinas, donc et Madame Estève, et bien sûr mon chef de service, le professeur Lançon, ainsi que l'Université du Temps Libre.